Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Concertation entre la Sénat et les plénipotentiaires des coalitions et partis politiques candidats aux élections du 30 juillet prochain. Le jour du vote, l'électeur devra obligatoirement se munir d'au moins 5 bulletins avant d'entrer dans l'isoloir. Sur les 47 partis et coalitions, 33 ont accepté la proposition. Si le président de la Sénat soutient qu'un consensus a pu être trouvé, Maître Elhadji Diouf, député sortant, dénonce la violation du code électoral. Et puis, réunion entre le CNRA, la télévision nationale et les candidats aux élections législatives. Pour la campagne électorale, chaque entité va disposer de 2 minutes de temps d'antenne pour s'adresser aux citoyens sénégalais. Dans ce journal, réaction de plusieurs candidats, dont Farba Senghor, Serine Bakendiaï et Déthié Diouf. L'interordre des professions de la santé exige le retrait du projet de la loi sur la médecine traditionnelle. Déjà soumis à l'Assemblée nationale, le projet n'a pas été approuvé par ces professionnels qui interpellent le ministère de la Santé. Ils étaient en conférence de presse ce vendredi. Retour sur la rencontre dans cette édition. Ce soir, le dossier de la rédaction nous mène dans le quartier de Léona 1, situé dans la commune de Djida Thiaroye-Kao. Sur place, de nombreuses maisons sont inondées depuis le début des années 2000. À l'approche de chaque saison des pluies, l'inquiétude s'empare des populations qui font toute l'année face aux maladies et à l'insalubrité. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Élection du 30 juillet prochain, les électeurs sénégalais devront obligatoirement se saisir d'au moins obligatoirement 5 bulletins de vote avant d'entrer dans l'isoloir. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Dissa Préra. Dissa, bonsoir. Bonsoir Léa. Les concertations entre la Sénat et les plénipotentiaires des coalitions et partis politiques candidats aux élections du 30 juillet prochain semblent avoir porté leurs fruits. Voilà, Léa, comme vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant l'électeur devra au moins prendre au minimum 5 bulletins avant d'entrer dans l'isoloir pour choisir son candidat et effectuer son vote. C'est le consensus trouvé, une proposition de la Commission électorale nationale autonome, une proposition qui a reçu le consensus des 44 coalitions présentes lors de cette rencontre. Le but de cette rencontre, Léa, il faut le dire, était de trouver, au moins d'économiser le temps de vote. Bon, même s'il y a eu des consensus, certaines coalitions l'ont totalement rejeté. Maître Elhadji Diouf, lui, parle de violation de la loi électorale parce qu'il dit que à moins de 6 mois d'une élection, on ne peut pas changer la loi ou la façon de faire les élections. C'est en général ce qu'on peut retenir de ce qui s'est dit aujourd'hui. Un consensus est trouvé sur les 47 listes de coalition, 44 présents, plus de 35 ont accepté la proposition de la Sénat, de la Commission électorale nationale autonome, Léa Ndiaye. En résumé, c'est ce qu'on peut retenir de la rencontre entre la Sénat et les coalitions de partis politiques. Merci à vous, Dissa Préra. Et puis ce vendredi, rencontre entre la Commission électorale nationale autonome et les candidats aux élections législatives du 30 juillet prochain. Objectif, échanger sur les modalités du vote face aux difficultés liées au nombre de listes et ainsi tenter de trouver une solution pour faciliter le vote des citoyens sénégalais. Une rencontre boycottée par certains membres de l'opposition. C'est le cas du plénipotentiaire de la coalition Manko Taxawu Sénégal pour le vice-président du parti Réumi. La Sénat viole l'article L78 du code électoral. Pape Faraning et Ababacar Camara. Désaccord total entre les acteurs politiques sur le mode de scrutin. Le premier a boudé la rencontre de Déthié Fall, mandataire de la coalition Manko Taxawu Sénégal, qui dénonce l'attitude du président de la Sénat. Il faudrait regretter cet amateurisme, cette cécité politico-intellectuelle et ce manque de professionnalisme qui nous ont conduits à cette situation-là. Parce que vous ne devriez pas aujourd'hui attendre que le président de la République vous interpelle pour convoquer la classe politique. La proposition qui consiste à prendre 3 à 5 bulletins
et à se diriger vers l'isoloir et voter. C'est la proposition qui a été faite aujourd'hui par la Sénat. Mais elle a été immédiatement rejetée. D'autres prennent le contre-pied de ses opposants et approuvent la proposition de la Sénat qui consiste à prendre 5 bulletins sur les 47 pour la rapidité du vote. Nous nous sommes d'accord sur le principe avec la proposition qui a été faite par la Sénat et que nous avions déjà avancé dans les médias. L'écrasante majorité, je veux dire les 33 se sont prononcés quand même en faveur, n'est-ce pas, donc de la modification pour une meilleure opérationnalité. Nous pensons que cela participe à l'accélération, à l'allègement, tout en préservant la sincérité et la transparence du vote. Face à cette absence de consensus entre les acteurs au processus électoral, certains représentants des coalitions renvoient au respect de l'article L78 du Code électoral. Ce que nous avons très clairement dit, c'est que nous sommes contre cette mascarade. On ne peut pas concevoir à 30 jours exactement de la tenue des élections législatives de 2017 que la loi électorale soit modifiée en son article L78. La décision finale sera connue à l'issue de cette rencontre, mais d'emblée, ces acteurs politiques n'ont pu s'accorder sur la proposition de la Sénat pour régler la prolifération des listes. Et comme nous le disait Dissa Préra au téléphone avec nous à l'instant, cette réunion entre la Sénat et les plénipotentiaires des partis et coalitions a donc pris fin ce vendredi en fin d'après-midi. Le 30 juillet prochain, les électeurs sénégalais devront prendre au moins 5 bulletins de vote sur un total de 47 listes. Réunion entre la CNRA, la RTS et les partis politiques et coalitions pour la campagne électorale qui démarre le 9 juillet prochain. Chaque entité disposera de 2 minutes de temps de parole pour s'adresser aux électeurs sénégalais. Dans ce reportage, la réaction des candidats Farba Senghor, Serine Bakendiaye et Déthié Diouf. Ils sont au micro d'Alassane Ba et Ababacar Camara. Pour le temps d'antenne également, il n'y a pas de problème parce que nous devons tous arriver, comme je l'ai dit, à un consensus. Parce que le vote ne se fait pas en 2 ou 3 minutes. Alors dans les bureaux de la RTS ou à travers 3 ou 5 minutes, il s'agit d'aller vers l'électeur et ensuite de faire passer son message donc à travers les médias. Si nous avons tous le même temps d'antenne, moi je ne vois pas de problème. Il faut que chaque parti puisse exploiter le maximum possible dans la rationalité et dans les meilleures conditions. Vous savez, nous aurions souhaité avoir 10 minutes par personne, mais quand une situation est là, on l'apprécie. Donc on donne 2 minutes par temps d'antenne. Vous savez, le Sénégal a fait des pas de géant en démocratie. Il fut un temps, je me rappelle, lors des élections 1978-83, on nous disait la moitié du temps à la majorité, le reste réparti entre les partis de l'opposition. Aujourd'hui, qu'on en est à 2 minutes par parti ou par coalition, je pense que c'est heureux, il faut aller vers l'avant. 2 minutes c'est peu, mais face au contexte, quand même, il faut s'en contenter. C'est dommage que la RTS n'a pas pu prendre quand même les dispositions pour couvrir les candidats, les 44 candidats. Parce qu'effectivement, quand c'est là, c'est le même État qui autorise les partis, qui autorise les listes, qui remplissent les conditions, donc des dispositions devaient être prises, n'est-ce pas? On a même proposé à ce que peut-être qu'on associe les autres télévisions pour pouvoir faire le travail convenablement. Mais comme c'est une mission régalienne de la RTS, nous pensons qu'ils devaient prendre leurs dispositions. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est 2 fois 5. Ça dit qu'on te couvre 5 jours après quand tu es dans le premier bloc, 5 jours dans le deuxième bloc, après 10 enregistrements. Donc ça, nous pensons que nous nous en contentons si nous avons juste la volonté de trouver une solution. Mais on aurait pu éviter de nous amener dans cette situation-là. Voilà, après la politique, parlons santé avec le projet de loi sur la médecine traditionnelle. L'interordre des professions de la santé assure ne pas avoir été consulté par le gouvernement. Face à une situation qu'il qualifie d'anarchique, ces professionnels de la santé exigent le retrait de ce projet déjà soumis à l'Assemblée nationale. Ils étaient en conférence de presse ce vendredi, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mardien.
Un élément qui n'est pas encore prêt et que nous retrouverons sûrement avant la fin de cette édition. On parle justice à présent. Le principe de sécurité judiciaire et juridique n'est et ne sera jamais atteint. Du moins, c'est la conviction du directeur du centre de formation judiciaire. Cependant, Mamadou Diakhaté soutient que c'est à l'ensemble des acteurs de la justice de faire en sorte que cet espoir devienne une réalité. Je vous propose d'écouter M. Mamadou Diakhaté. Il est interrogé par Cher Tidiane Dione. Elle n'est toujours pas atteinte, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Elle ne sera jamais atteinte. Parce qu'il s'agit là d'une sorte de tangente qu'on va tout simplement essayer de viser, n'est-ce pas, en améliorant l'existant, en faisant de sorte que de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, que la prestation dans le cadre de l'administration de la justice soit toujours plus performante. Il est très important de s'assurer que les candidats que nous recevons après l'admissibilité et l'admission définitive soient des candidats qui ont déjà les prérequis. Cette mission qui repose sur la dignité, sur l'honneur, la probité. Inauguration hier, jeudi, de la centrale solaire photovoltaïque de Santhiou Mékhé, c'est dans le département de Tivaouane, inaugurée par le chef de l'État et d'un coût de 27 milliards de francs CFA. Elle est considérée comme la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. D'après le président Macky Sall, avec ses 92 000 panneaux solaires, la centrale est en phase de régler la question de l'énergie au Sénégal. Cher Anta Diop et Seyla Tir. 30 MW de puissance, 27 milliards francs CFA d'investissement, plus de 300 emplois créés. Cette centrale solaire implantée au cœur du Cayor, à Santhiou Mékhé dans la commune de Meouane, vient d'être inaugurée par le chef de l'État. Le maire de la localité a exprimé toute sa satisfaction. La centrale de Santhiou Mékhé, d'une capacité de 30 MW, constitue une réussite exceptionnelle de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie énergétique. Le président Macky Sall se félicite de la montée en puissance de ces projets stratégiques par la promotion de l'énergie solaire. La centrale de Santhiou Mékhé permettra d'atteindre l'objectif des 20% d'énergie renouvelable, ceci dès l'année 2017. Les Sénégalais sont tout à fait formés et aptes à prendre une part significative dans le montage des projets. Le président Macky Sall donne des garanties. Pour lui, tout sera mis en œuvre pour qu'il y ait un impact positif sur la commune de Meouane. Je voudrais dire également aux populations de Meouane et à monsieur le maire, ayant discuté tout à l'heure avec les promoteurs, ils sont d'accord de trouver les voies et moyens de donner une part de capital à la commune. Le président Macky Sall a par ailleurs annoncé la construction prochaine de 8 autres centrales solaires dans le pays, compte non tenu de celle de Mérina Dakhar, dont les travaux seront achevés en octobre. Le mode de recrutement militaire réformé par l'état-major général des armées. Objectif de ces réformes, corriger les manquements notés dans le processus de recrutement. À partir de 2018, le recrutement sera décentralisé dans les capitales régionales. Un dépôt de dossiers sera également exigé avant le recrutement des militaires. La DIRPA faisait face à la presse ce vendredi. Je vous propose de suivre ce compte-rendu. Il est signé Ibou Diouf. Ces 5 dernières années, obtenir un ticket pour s'engager dans l'armée relève d'un véritable casse-tête. Pour ces milliers de jeunes volontaires, le recrutement est le premier parcours du combattant. L'armée a décidé de changer la donne. La première innovation, c'est d'abord procéder à un recrutement décentralisé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au niveau de toutes les capitales régionales, il y aura un centre de recrutement qui sera déployé, à l'exception de Dakar, qui aura 3 centres. Pour la simple raison qu'à Dakar, il y a un fort taux de volontaires potentiellement engageables dans les armées. Une des mesures annoncées par l'armée, le dépôt de dossiers de candidature avant la date du recrutement. Et c'est extrêmement important qu'on procède d'abord à cette inscription. Cela nous permet d'une part de disposer des listes préétablies de tous les volontaires potentiellement recrutables dans l'armée. Cela permettra d'éviter
le moment de recrutement, qu'il y ait un rush, qu'il y ait des concentrations de volontaires et qu'il y ait des incidences qui s'en suivent. Le déplacement des différents candidats dans différentes localités compliquait souvent la tâche aux recruteurs, un fait pris en compte par l'armée. Le recrutement qui sera simultané, c'est-à-dire dans toutes les capitales régionales, le recrutement se fera au même moment pour éviter justement ces flux migratoires des volontaires qui vont suivre les conditions. Cela nous permet également de réduire sensiblement la durée de l'opération. Cette nouvelle réforme du mode de recrutement sera appliquée avec le contingent 2018. Les dépôts de dossiers de candidature démarrent ce 10 juillet dans les zones militaires ou brigades de gendarmerie. Et puis cette information selon laquelle 2 agresseurs ont été interpellés dans le quartier des Maristes. Alors qu'ils circulaient en scooter, ils auraient agressé un couple de ressortissants américains. Les 2 mises en cause ont été présentées à la brigade de la gendarmerie de Anne où ils sont toujours en garde à vue. C'est un reportage signé Adia Tala avec la collaboration, avec le service de communication de la gendarmerie nationale. Ils sont 2 acolytes faisant partie d'une bande d'agresseurs. Ils ont été mis hors d'état de nuire. Une arrestation rendue possible grâce à la collaboration des riverains du quartier Les Maristes, leur zone de prédilection. Nous avons été alertés d'un cas d'agression qui se perpétrait au niveau du rond-point Les Maristes. Et c'est aussitôt la patrouille de la brigade qui était dans le secteur s'est dépêchée sur les lieux. Et sur place, les gendarmes ont pu arrêter les 2 agresseurs qui opéraient effectivement à bord d'une moto très puissante de type T-Max. Les victimes, en l'occurrence un couple étranger, a fait preuve de bravoure pour en découdre avec les agresseurs, qui ont finalement été neutralisés. Les agresseurs avaient pour cible un couple d'Américains qui regagnaient leur lieu de travail, donc situé à l'école américaine, non loin des lieux de l'agression. Donc c'est ainsi qu'ils leur ont arraché un sac dont le mari portait en bandoulière. Donc, mais avec la résistance farouche de la victime et l'appui de la population qui a alerté de façon très précoce la gendarmerie, donc ces gens-là ont pu être mis hors d'état de nuire. La gendarmerie salue la collaboration de la police et invite les populations à faire preuve de vigilance. C'est le lieu de magnifier la parfaite collaboration qui existe entre la police et la gendarmerie pour prendre en compte la sécurité des populations. Pour ce cas précis, l'alerte a été effectivement relayée par les autorités de la police au niveau de la gendarmerie qui a aussitôt réagi pour mettre hors d'état de nuire ces agresseurs. La gendarmerie est depuis quelques mois sur le pied de guerre et a décidé d'installer la peur chez les agresseurs. Elle compte investir toutes les zones réputées dangereuses. Bienvenue à vous tous dans la page des sports que nous ouvrons avec ce coup de tonnerre à Saint-Louis. L'Allinger est définitivement relégué en Ligue 2. À Saint-Louis, la pilule, vous l'imaginez, est très difficile à avaler. Les supporters et certains dirigeants ont tenu une réunion très houleuse pour diagnostiquer les maux dont souffre l'équipe. Il n'exclut pas de renvoyer le président, exige un bilan financier et la convocation immédiate d'une assemblée générale avant le 15 août prochain. Et puis le président du club, l'Allinger, le docteur Amadou Diop, a réagi. Selon lui, 4 personnes font tout pour le destituer de son poste de président. En ce qui concerne la chute du club en Ligue 2, Amadou Dia dit assumer ses responsabilités. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. J'assume parce que je suis le président. Si l'Allinger part en 2e division, mais je suis le premier responsable parce que je suis le président du club. Au cours de ces 2 saisons que j'ai dirigé l'Allinger, aucun joueur ne s'est plaint. Je ne dis pas d'une absence de salaire, mais 2 retards de salaire ou 2 retards de prime ou d'une mauvaise organisation de regroupement ou une mauvaise gestion des entraînements ou une mauvaise, en tout cas, organisation interne au niveau de l'équipe. On s'est regroupé dans les plus grands hôtels de Saint-Louis. On a toujours
voyager 24 heures avant le match. Moi, je m'inquiète parce que si ma personne pouvait déranger, pourquoi l'année dernière, lorsqu'ils ont eu un problème de président, pourquoi ils sont venus vers moi et que je ne vous ai pas dit? Au moment où cette réunion se tenait, il se tenait une autre réunion pour la destitution du président de ligue que je suis, organisée par la même bande, à la même heure. Le mouvement Navétane aura 2 têtes pensantes cette saison. Une nouvelle entité nationale a été créée. Il s'agit de l'ONCAV du Renouveau qui a tenu son assemblée générale et élu à sa tête Ousmane Iyane Thiam. Son ambition, apporter des innovations dans le fonctionnement actuel du mouvement Navétane. Compte rendu, il est signé Cher Sadibou Diarra, Cher Tidiane Diao et Modou Diop. De son département. Une deuxième organisation nationale des activités de vacances a vu le jour. C'est l'ONCAV du Renouveau porté sur les fonds baptismaux par le collectif des ORCAV de 8 régions qui disent à lutter contre l'arbitraire. Le combat que nous menons, c'est un combat de principe. Et les principes, c'est quoi? Qu'on respecte les dispositions réglementaires. Deuxièmement également, qu'on évite de remplacer le fonctionnement des instances par les agissements des individus. Nous avons des instances qui ont habilité à légiférer, qui ont habilité à prendre des mesures, qui ont habilité à prendre des initiatives. Mais on a constaté parfois que des hommes se suivent aux instances. L'ONCAV du Renouveau qui a procédé à l'installation de son bureau, à sa tête un jeune manager de sport de 35 ans, Ousmane Iyane Thiam. Notre tâche dès les premières heures sera de fonctionner, d'affilier, de recevoir les affiliations des ASC membres de notre ONCAV, d'abord, d'exister en ayant un siège, parce que vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui, les locaux de l'ONCAV sont occupés par le groupuscule, nos amis qui sont de l'autre côté. Aujourd'hui, les possibilités sont multiples, il faut le dire. Pour notre organisation, nous pouvons, en ayant une démarche professionnelle et transparente, accrocher plusieurs partenaires qui seront nous accompagner dans notre mission. Les membres de cette organisation qui disent être dans la légalité ont fixé des objectifs. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des renouvellements, on constate qu'il y a des crises. Il nous appartient d'analyser correctement ces manquements et de voir qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire revoir certaines dispositions réglementaires et maintenant faire preuve d'innovation. Nous l'avons commencé l'année dernière avec la numérisation de la base de données de l'ORCAV. Il va falloir penser un peu comment généraliser l'expérience de Dakar. Nous sommes dans le programme d'alphabétisation du ministère en charge de ce programme. Nous l'avons expérimenté au niveau de Dakar. Il va falloir également penser un peu à l'élargir au niveau des régions. Ensuite, inscrire les activités du mouvement dans le calendrier des vacances. Avec cet ONCAV du Renouveau qui fait face à celle dirigée par Amadou Kane, le mouvement Navétane entre dans une scission qui ne sera pas sans conséquences sur ses activités. Voilà pour l'actualité sportive. Passons à présent au dossier de ce vendredi. Saison des pluies au Sénégal. La rédaction s'est rendue à Léona 1, un quartier situé dans la commune de Djeddah Thiaroye-Kao. Depuis le début des années 2000, des maisons sont inondées. Leurs occupations vivent ainsi toute l'année dans des conditions difficiles. Maladies, insalubrité, alors que les pluies de l'année passée sont toujours dans les maisons. À Léona 1, les populations attendent les premières pluies avec anxiété. Suivons ce dossier, il est signé Fatidien et Massaer Ndiaye. Une ruelle étroite, un chemin difficile d'accès. Nous voilà enfin chez les Mbalo. J'ai aménagé dans le quartier il y a moins d'1 mois. C'est notre mari qui nous a amenés ici. Nous n'avons vraiment pas le choix. Il y a beaucoup d'eau. Djaynaba et Djaynaba, 2 co-épouses, même prénom, même quotidien. Il y a beaucoup de moustiques dans le quartier. Le site est abandonné. J'ai vraiment peur. Le soir, je suis obligée d'allumer mon ventilateur. Cette maison, au décor triste, est bel et bien leur foyer. Beaucoup de pièces emportées par les eaux. La véranda nous sert de cuisine, de salle à manger, cour, et j'en passe. Autre famille,
même préoccupation. Koumba Diallo et ses enfants vivent avec ce décor depuis 17 longues années. Depuis 2000, nous vivons cette situation depuis 2000, donc cela fait 17 ans. Nous n'avons pas de moyens. Certains membres de la famille ont dû partir, prendre des appartements et louer ailleurs. Ici, le danger est permanent. Vous savez, à ces endroits-là, on peut même trouver des serpents et même d'autres animaux sauvages. C'est la première fois qu'une équipe de télévision vient ici nous rendre visite. La santé, le bien-être des tout-petits, relégués au second plan. Nos enfants tombent souvent malades. C'est regrettable. En cette période d'hivernage, la peur de vivre encore dans les eaux guette les populations. Et nous avons constamment peur. Nous vivons dans la peur. En période d'hivernage, même nos chambres sont inondées. Nous faisons des pieds et des mains pour nous débarrasser de ces eaux pluviales. Quand j'entends parler de l'hivernage, je suis angoissée. À Léone 1, des familles laissées à elles-mêmes vivent ces situations depuis près de 2 décennies. Ici, respirer l'air pur est tout simplement un luxe pour certains. C'est sur ce dossier signé Fatidien et Masser Ndiaye que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes et à demain 20h pour le journal du soir. Très bonne soirée à toutes et à tous.